Voilà, merci Claire. Alors donc, je vais vous parler un petit peu de la prise en charge à l'Institut Saint-Pierre. Vous allez voir qu'il y a des ressemblances évidemment avec la prise en charge adulte. Juste pour rappel, le service existe depuis longtemps, l'unité de diététique médicale. Vous allez voir qu'au fur et à mesure des années, la prise en charge a un petit peu changé, surtout les modalités d'hospitalisation, avec des stages qui étaient au départ de 15 jours avec 20 lits, et puis du fait de l'évolution de la population qu'on accueille, on a réduit les lits à 18 pour les stages de 15 jours. Puis se sont créés aussi des stages de 3 mois, donc sur un trimestre, pendant lequel la scolarité est assurée, donc on va le revoir après en détail. Et puis devant l'obésité de plus en plus jeune, ou en tout cas révélée, en tout cas diagnostiquée plus tôt, on a aussi mis en place des stages parents-enfants pour les plus petits, donc depuis 2008, donc sur des stages du lundi au vendredi avec les parents, globalement ce sont les mamans, mais avec les parents. Et donc aujourd'hui, il y a ces trois types de prise en charge qui existent. Donc ça, c'est la petite plaquette, je vous en ai ramené quelques-unes, si vous voulez, je vous les laisserai à l'entrée, pour vous expliquer un petit peu donc, la prise en charge. Donc on est censé être troisième recours, et vous allez voir qu'en fait, on fait du deuxième et très souvent en fait, du premier recours. Donc on travaille au maximum avec les médecins traitants, les réseaux qui existent. On travaille beaucoup avec le réseau de Roi-Bas, d'Alès et Croc Santé qui nous adressent des patients et avec qui on échange assez facilement. Donc la prise en charge initiale, ça passe par une consultation. On essaie au maximum de le faire sous forme d'hôpital de jour, où ils rencontrent donc médecins, diététiciennes et psychologues. Les délais sont très longs, on en a parlé aussi tout à l'heure, ça c'est bien la difficulté, on est autour de 3-4 mois, donc c'est toujours très compliqué pour ces parents et ces enfants, une fois qu'ils sont décidés à venir en consultation, d'attendre ce délai. Donc souvent, ces hôpitaux de jour se transforment en consultation simple avec médecins et diététiciennes. À la fin de cette première consultation, on va proposer différents types de prise en charge en fonction de la sévérité de l'obésité, en fonction de la motivation de la famille, etc. Soit un suivi en consultation simple, donc en consultation externe, en général c'est le médecin qui l'assure, et la diététicienne une fois par an ou 1 ou 2 fois par an en fonction des besoins. Et ensuite on va pouvoir proposer donc, les différents stages dont je vous ai parlé. Donc les stages 5 jours, donc du lundi au vendredi, on va les proposer aux petits principalement. On en a qui viennent dès l'âge de 3 ans, donc évidemment la prise en charge elle est ciblée sur les parents. Donc voilà, avec souvent la maman qui est hospitalisée donc, et les papas aussi. Ils sont les bienvenus évidemment. Et pour les plus grands, on propose des stages de 15 jours, donc sur les périodes de vacances scolaires. Et en général, on prend à partir de 10 ans, mais c'est vrai que ça dépend de la maturité des enfants à cet âge-là. Principalement, plutôt, on essaie 11-12 ans, pour que quand même les conseils soient intégrés, parce qu'ils sont entendus et puis ça ressort par l'autre oreille. Et pour les plus grands, on propose des hospitalisations de 3 mois, donc sur un trimestre. On verra un peu plus en détail après la prise en charge. Pour ces stages de 3 mois, on fait des préadmissions. On fait de nouveau un hôpital de jour où ils voient l'ensemble de l'équipe. Donc ils voient médecins, diététiciennes, psychologues, infirmières, éducateurs sportifs et enseignants. Et donc à la fin de cette journée, on fait un tri, un choix pour les patients les plus motivés et puis ceux qui rentrent dans les critères d'inclusion qu'on verra plus tard. Et en fonction donc, de cette préadmission, soit l'enfant va être, sa candidature va être acceptée, il va intégrer un stage de 3 mois, soit évidemment la candidature est refusée pour X raisons, et évidemment on va proposer une autre prise en charge, un suivi de toute façon. Donc c'est pour ça que finalement on sert un peu de tous les recours, puisqu'on assure aussi les suivis en consultation après ces stages. Quand ils sont venus en stage 3 mois, ils s'engagent, ils signent une charte d'engagement pour 3 ans. Donc ils viennent pour 3 mois et ensuite ils viennent tous les mois pendant 3 mois et puis tous les 3 mois sur les 3 années qui suivent, dans la théorie. Après concrètement, il y en a très peu qui viennent. Et donc c'est sous forme d'hôpital de jour systématiquement avec médecins, diète et éducateurs sportifs.
Voilà, les objectifs donc, de la prise en charge, on va revoir un peu plus en détail ce qu'on fait en hospitalisation. Ben, c'est déclencher une perte de poids qui est très variable d'un enfant à l'autre. Hein. Ce n'est pas l'objectif principal, la perte de poids, mais c'est au moins d'améliorer l'équilibre alimentaire, de pouvoir autonomiser ses enfants sur la prise en charge alimentaire, en impliquant évidemment les familles. Vous allez voir qu'on travaille au plus près avec les familles. Pour certains, ça va être donc poursuivre les activités physiques. Pour d'autres aussi, reprendre. Il n'y a pas que chez l'adulte. Il y a beaucoup de médecins qui dispensent en fait les enfants, même du sport scolaire, parce qu'ils sont en grande difficulté, parce que les professeurs sont en difficulté pour adapter aussi l'éducation physique pour ces enfants. Ils n'ont pas le temps ou pas envie. Donc pour certains, c'est reprendre une activité physique. L'estime de soi aussi, évidemment, c'est travailler au quotidien et puis avec l'aide de la psychologue. L'hygiène de vie au sens large, sur les horaires de coucher, sur le tabac, ça fait partie aussi de la prise en charge globale de ces ados. Évidemment, sur le plan médical, rechercher les pathologies associées, les complications. Et sur le plan scolaire, poursuivre un projet scolaire ou professionnel. Et pour certains aussi, c'est reprendre un suivi scolaire. On a beaucoup d'enfants qui sont déscolarisés ou en tout cas en cours de déscolarisation. Donc on a besoin d'une grande équipe. On a donc des diététiciennes, des enseignants on a la chance d'avoir des enseignants qui s'adaptent, puisqu'on prend de la 6e à la terminale en passant par toutes les spécialités, toutes les CAP, enfin toutes les formations différentes. Donc c'est des petits groupes et la scolarité est assurée sur des demi-journées, donc avec des équipes qui sont au plus près des enfants. On a une psychologue, on a une pédopsychiatre qui intervient sur tout l'Institut, mais qui est tout à fait disponible pour voir nos enfants quand on a des inquiétudes sur des pathologies sous-jacentes, sur des troubles du comportement, des choses comme ça. Les éducateurs sportifs, donc au départ on avait on n'avait que des éducateurs sportifs, on avait quelques APA aussi, et puis la population changeant, avec des enfants qui sont dans des situations sociales quand même assez précaires, on se tourne plutôt vers les moniteurs éducateurs et il y a un pool socio-éducatif qui est en train de se former à l'Institut pour qu'il y ait un éducateur spécialisé aussi qui puisse intervenir sur le service. Une infirmière, une cadre infirmière, des médecins. On a la chance d'avoir un plateau technique de rééducation puisque les deux autres services, les principaux autres services de l'Institut, c'est de la médecine de rééducation. Donc, quand il y a besoin, il y a de la kiné, il y a de l'ergothérapie pour les patients qui le nécessitent. Évidemment, l'assistante sociale, les secrétaires et puis les AMP qui sont présentes la nuit en priorité. Donc, les conditions d'admission, sur les stages 15 jours et les parents-enfants, c'est un IMC supérieur au 97e percentile. Pour les stages 3 mois, l'IMC au départ était fixé à 32. C'est vrai qu'on a plutôt tendance maintenant à baisser un peu ce seuil d'IMC, ou en tout cas un peu à évaluer aussi la courbe de l'IMC. Ce sont des enfants qui sont dans une courbe verticale, on va avoir tendance à les prendre aussi plus facilement en stage. Donc la région Languedoc-Roussillon, évidemment il faut qu'il y ait une adhésion de l'enfant et de sa famille, puisqu'on ne travaille pas qu'avec l'enfant, on essaie de travailler au plus près avec les familles. Les enfants rentrent au domicile un week-end sur 2, donc on voit les familles à ces moments-là. On verra plus tard aussi, il y a des entretiens qui sont prévus avec les familles pour les impliquer au maximum. Les contre-indications, ça va être des retards intellectuels importants ou des pathologies psychiatriques sous-jacentes. Ils sont 22 en stage, donc on ne peut pas se permettre de prendre des enfants qui ont des troubles du comportement, en tout cas trop sévères. Il ne faut pas qu'il y ait de contre-indications à la pratique des activités physiques et sportives. Et encore que là, ça nous est arrivé de prendre des enfants qui étaient en attente de prothèses de hanche, par exemple, sur des ostéonécroses de hanche, pour améliorer le pronostic chirurgical en les faisant un peu maigrir avant la chirurgie. Donc des adolescents de 12 à 18 ans pour les stages 3 mois, donc un peu plus jeunes pour les autres stages. Et puis comme je vous disais, donc, en cours de scolarisation, ou en tout cas, il faut qu'ils aient déjà un projet professionnel en cours. Donc sur ces stages 3 mois, on a un programme d'éducation thérapeutique, on a donc une autorisation de l'ARS de faire de l'éducation thérapeutique donc, concernant l'obésité.
Donc on a un bilan éducatif partagé à l'entrée d'hospitalisation, que ce soit sur le plan diététique, des activités, de la scolarité, et on fait le même bilan à la sortie d'hospitalisation. Et puis au cours des 3 mois, donc un programme d'éducation qui est mis en place. De plus en plus, on essaie d'individualiser la prise en charge, mais encore une fois, ils sont 22, donc ce sont des ateliers de groupe, et on essaie de favoriser des temps individuels le plus fréquent possible en fonction des ados. Donc l'éducation qui est faite sur le plan médical, ça va être des choses assez théoriques aussi, sur des cours sur les complications sur la santé, sur les sensations alimentaires, retrouver les sensations de faim et de satiété, qui vont pouvoir après être reprises par la diététicienne au cours des ateliers et puis au moment des repas sur l'Institut. Aussi, on évalue la qualité de vie, on fait des échelles, notamment l'auto-questionnaire de Duke, qui est assez répandu en pédiatrie, pour évaluer leur qualité de vie. Voilà, sous forme d'entretien individuel un peu à la demande, et puis des ateliers de groupe, évidemment, répétés. L'éducation qui est réalisée d'un point de vue infirmier, donc je vous l'ai dit tout à l'heure, c'est sur l'hygiène de vie. Alors ça va être sur l'hygiène tout court, hein. On a des adolescents qui ont besoin d'avoir des cours sur tout simplement comment prendre sa douche, hein. Ça c'est très fréquent d'avoir à faire ce genre de rappel. Et puis sur la douleur aussi, la prise en charge de la douleur. C'est assez compliqué, hein, pour ces ados qui sont dans la somatisation permanente. Donc c'est difficile d'évaluer peu importe, de toute façon c'est de la douleur, hein, mais de la prendre en charge de façon adaptée. Donc ça, l'infirmière leur fait un cours sur les échelles de douleur qui existent, et voilà, en leur expliquant que la prise en charge va être différente en fonction de l'origine de la douleur, si elle est psychogène ou pas. Voilà, donc sous forme d'ateliers collectifs, et puis un accompagnement au quotidien en individuel aussi. Sur le plan diététique, donc il y a forcément aussi un peu de théorie, hein, avec des cours sur l'équilibre alimentaire, sur les notions de goût, de plaisir. Ça, c'est vrai que sur les dernières années, la prise en charge, elle a vraiment évolué, hein. On n'est plus du tout sur des propositions de répartition alimentaire avec X calories. C'est sûr qu'ils ont des repas qui sont programmés, voilà, on est en milieu hospitalier, mais on leur apprend en tout cas à l'extérieur à écouter leurs sensations alimentaires. On leur fait des ateliers de plus en plus répétés pour les autonomiser, voilà, au domicile. Donc faire des ateliers d'essence, on a la chance aussi d'avoir des partenariats avec des restaurants, des cuisiniers qui peuvent aussi intervenir, qui font intervenir les enfants à l'extérieur, donc ça plaît toujours. Et puis de la diète aussi qui nous fait des ateliers de dégustation, des choses comme ça, ça plaît toujours aux enfants. Donc voilà, on a aussi une cuisine thérapeutique, donc tous les mercredis, c'est le même principe qu'au Gour du Roi, hein, les ados cuisinent pour le reste du groupe, donc ça c'est toujours aussi un moment assez sympa, quand il commence à faire beau, de faire des journées pique-nique, des sorties restaurants, pourquoi pas des fois aller au McDo, pour apprendre à gérer le quotidien et la vraie vie. Voilà nos ados en pleine préparation de leur dessert. Et puis, comme je vous le disais aussi, donc certes, il y a des ateliers collectifs, mais on essaie de travailler en individuel, voilà, de façon assez soutenue pour approfondir les connaissances et puis aussi s'adapter en fonction des compétences de l'enfant et puis de la situation familiale, la motivation de chaque ado qui est différente. Et donc surtout sur les sorties en week-end, on essaie d'anticiper au maximum. C'est des sorties qui ne sont pas évidentes, hein, pour les ados, voilà, c'est se confronter justement aux tentations extérieures, donc ça c'est anticipé, que ce soit avec la diète et avec les éducateurs sportifs, avec des objectifs assez fixes sur le week-end, et puis évidemment il y a un retour le dimanche soir avec les enfants pour voir s'ils ont réussi à respecter en tout cas leurs objectifs, sachant que c'est eux qui se les fixent, hein, les objectifs, c'est pas nous. Et puis la diète, voilà, qui est présente autant sur les temps des repas, soit en individu, enfin en petits groupes en tout cas, soit en collectif, pour retravailler les sensations alimentaires, etc. Travailler sur la vitesse des repas aussi, ça c'est très, très compliqué.
Donc en termes d'activités sportives, il y a un cours théorique en début de séjour sur l'intérêt de pratiquer des activités et comment pratiquer en toute sécurité. On a plein d'ados qui arrivent avec les Converse, les petites chaussures pour aller faire du sport. Donc ça aussi, ça fait partie des choses de base qu'on leur apprend. L'éducation individuelle, donc ça c'est ce que je vous disais surtout pour les retours le week-end, d'essayer d'anticiper au maximum ces retours week-end et puis de pouvoir après proposer quelque chose de concret, de pérenne à la maison. Donc ils se mettent en lien avec les associations, les clubs qui sont autour du domicile des ados pour vraiment mettre en place quelque chose de concret, un relais à la sortie d'hospitalisation. Et en gros, ils ont 1h30 d'activité sportive par jour. Ça soit, on a la chance d'avoir plein d'activités différentes. Donc, des sports collectifs, du basket, du hand. Je vous ai mis quelques photos. Il y a la piscine sur Palavas. Et puis, on a une balnéo sur place, donc qui n'est pas aussi belle qu'au Grau du Roi, mais qui accueille quand même les ados. Et puis, là, on a eu... L'ARS nous a financé donc maintenant qu'on est partenaire CSO, on va avoir des ergocycles et puis probablement des ergomètres pour la piscine aussi. Donc ça fera une activité supplémentaire pour les ados. Et puis évidemment, l'objectif, c'est pas les épuiser en leur faisant faire de l'activité sportive toute la journée, parce que de toute façon, c'est ce qu'ils ne pourront pas le faire au retour à la maison. Donc c'est de leur proposer aussi d'autres activités, leur montrer comment s'occuper, puisqu'on sait que les grignotages sont quand même favorisés par l'ennui et par le fait d'être à la maison. Donc d'essayer de les ouvrir à d'autres occupations, des activités d'art plastique, d'ateliers manuels, et puis ils ont un spectacle qu'ils font pour les autres ados de l'Institut et pour leurs parents à la fin du séjour. Donc ça, c'est leur projet pour le trimestre. Voilà. De danse, de théâtre. Donc c'est l'occasion de travailler l'estime de soi aussi, de discuter, de se présenter en public. Voilà, ça c'est complémentaire. Et voilà. Et puis, comme je vous disais, c'est pas juste l'éducation sportive, c'est de l'éducation au sens large, au quotidien. C'est pour ça aussi que notre population de professionnels change, qu'on a des moniteurs éducateurs, parce que ce sont des ados qui sont en difficulté à l'extérieur, qui se retrouvent confrontés à d'autres ados en difficulté aussi. Donc, leur apprendre à s'autonomiser, à vivre au mieux cette hospitalisation qui... malgré tout, reste une hospitalisation. On est en milieu ouvert, certes, mais c'est assez confiné, forcément. Ils n'ont pas d'autorisation de sortir comme à l'extérieur. Donc, c'est souvent difficile quand même à vivre pour ces ados. Donc on a instauré un conseil de vie sociale toutes les semaines, donc, où c'est les professionnels et les enfants, et chacun est libre d'exprimer ses difficultés. Et puis nous, on a des réunions hebdomadaires pour parler des situations des enfants. La prise en charge psychologique, donc c'est assez systématique. La psy les voit au moins une fois par mois, et puis après c'est en fonction des désirs de l'enfant. On fait appel donc à la pédopsychiatre aussi quand il y a des situations particulières. On est malheureusement souvent confronté à des situations de violence familiale. On fait en gros une information préoccupante par trimestre, pour X ou Y raisons, mais en tout cas avec des événements suffisamment inquiétants pour qu'on en informe les autorités. Donc travail sur l'estime de soi, la gestion des émotions, les troubles du comportement alimentaire. On a la chance de pouvoir avoir une formation à l'Institut sur la TCC, donc on va être formé au TCC, médecin, diète, et puis la psychologue, et donc ça va compléter notre prise en charge. Et puis la psychologue, elle est évidemment disponible aussi pour recevoir les parents à la demande. Sur le plan scolaire, donc je vous l'ai dit, il faut que la scolarité soit déjà assurée à l'extérieur. C'est sur des demi-journées. Donc tous les niveaux, toutes les filières scolaires. Donc c'est assez complexe pour nos profs de s'adapter, mais ils le font. Évidemment en lien avec les établissements extérieurs. Ça marche en partenariat. Ils envoient les cours, nous on leur envoie les contrôles, etc.
Pour ceux qui sont plus âgés ou qui sont déscolarisés, il y a un travail aussi sur l'orientation avec des sorties à l'extérieur envisageables, notamment pour aller au CIO, pour essayer de proposer des solutions à ces enfants. Voilà, donc vous avez vu, c'est une prise en charge qui est pluridisciplinaire, évidemment. On a besoin de tout ce monde-là pour être efficace sur la prise en charge de nos ados. Donc on a la chance d'avoir un programme d'éducation qui est bien établi maintenant, avec donc l'autorisation de l'ARS. Et puis le point fort, c'est le lien avec les familles. On sait qu'on ne peut pas travailler uniquement avec les ados. Donc avec les retours au domicile un week-end sur 2 et puis pendant la période de 15 jours de vacances scolaires aussi au cours de ce trimestre, de travailler avec les familles. Et on a 2 journées donc évidemment on voit les parents à l'entrée et à la sortie, et puis sur 2 temps au cours d'hospitalisation. Un premier temps qui est collectif, avec des ateliers voilà, sur la satiété, sur des choses un peu plus larges et comment les impliquer dans la prise en charge de leurs enfants. Et puis un deuxième rendez-vous plutôt en fin de séjour, où là c'est en individuel et déjà qu'on programme la sortie, on anticipe au maximum. Voilà, et puis pour terminer, les projets qui sont en cours, on est en train de faire une étude pour comparer les 2 types de réentraînement à l'effort pour voir l'efficacité sur des données anthropométriques, biologiques et puis sur la fonction endothéliale. Donc soit une activité intermittente, soit une activité en continu, donc c'est plutôt de l'endurance. Donc ça c'est en cours. On a des partenariats avec des clubs d'aviron de la Grande Motte qui nous font des ateliers sur les week-ends. Donc ça c'est très intéressant pour les ados de découvrir d'autres activités. Et puis l'aviron, c'est quand même aussi un sport qui est très adapté pour nos ados en surpoids. On travaille avec les réseaux en place, avec le CHU, avec les réseaux voilà, qui sont déjà bien installés, en essayant d'accueillir des enfants sans passer par la consultation, de pouvoir les accueillir sur ces hospitalisations un peu plus directement dans le service. Voilà, et puis notre éducation thérapeutique, on continue à se former et à s'adapter pour être le plus efficace possible pour ces ados, et on continue après dans les suivis à soutenir ces enfants et ces familles. Voilà. Merci. Merci toutes les 2 de cette présentation exhaustive. S'il y a des questions, il y a la place pour 3 ou 4 questions si vous le souhaitez, à la fois à Sophie et à Cécile. Je dois dire que nous, pour l'utilisation entre guillemets de l'Institut, on envoie essentiellement des patients dont je vous ai montré un tout petit peu le profil tout à l'heure, avec des comorbidités ou des maladies avec une médicalisation souvent importante. Il y en a certains même d'ailleurs qui ne sont pas inscrits dans le programme UDEM, mais plutôt sur le volet plus hospitalisation conventionnelle, disons, parce que ce sont souvent des patients un peu particuliers. La grosse difficulté qu'on peut avoir aussi, c'est effectivement les enfants avec troubles du comportement, parce qu'on a très peu de structures dédiées pour ça, alors que je pense que le recrutement serait important. Donc ça, c'est vrai que c'est des choses auxquelles il va falloir réfléchir de manière un peu plus active, mais ça nécessite beaucoup de personnel, d'encadrement essentiellement. Voilà. Après, le format des séjours, c'est tout à fait bien, et surtout l'approche, peut-être, tu n'as pas beaucoup parlé de l'approche pour les couples mère-enfant, puisque c'est quand même souvent les mères, il faut bien le dire, qui est intéressante et importante. Voilà. Et là, vous proposez quoi spécifiquement dans le programme mère-enfant chez les petits, plus petits? Ça va être centré sur les mamans, de toute façon. C'est un peu le même principe. Il y a des ateliers diététiques et puis des activités sportives aussi, des mamans avec leurs enfants. Et ça représente combien sur le panel d'enfants que vous accueillez, les séjours mère-enfant? Il n'y en a pas beaucoup, mais on fait 5 stages par an. Après, c'est compliqué pour ces familles de se libérer. Il y a souvent une fratrie, donc ça veut dire que ces mamans sont hospitalisées du lundi au vendredi. Ça veut dire qu'il faut qu'il y ait un relais pris pour les autres. Donc c'est vrai que c'est pas évident de se libérer. Des questions? Sophie, éventuellement? Oui. Marine, vous pouvez...
Merci, monsieur. Oui, question, mais qui serait valable également pour les centres qui prennent en ambulatoire ou en aigu, CHU et tout, mais se pose quand même la question de l'évaluation et du suivi à long terme. Quels moyens on se donne pour évaluer ces séjours, hein. Et puis, donc ça c'est valable pour les 2 centres. Et puis après sur le côté pédiatrie, mais pourquoi pas chez les adultes aussi. Pour moi, il y a quelque chose toujours de question qui est, on parle d'alimentation, on parle d'activité physique. Moi, je mets un 3e élément qui est extrêmement important, c'est les rythmes de vie et le sommeil. Et derrière ça, je mets l'éducation à la parentalité, c'est-à-dire comment je me comporte en tant que parent pour dire qu'à un enfant qu'on n'a pas forcément besoin d'une console de jeu, d'une télévision dans sa chambre, qu'on n'a pas besoin de jouer avec jusqu'à 4 heures du matin en réseau avec les copains, de se lever au dernier moment le matin pour aller à l'école en attrapant le cartable si on en prend un encore. Voilà, donc il y a toute une éducation à la parentalité que je n'ai pas entendue là. Je voulais avoir votre avis. Alors ça touche à des choses un tout petit peu sensibles au plan, disons, de la prise en charge des enfants et des adolescents en général, sur l'intrusion en milieu familial, où il faut quand même faire attention. On peut donner quelques conseils, certes, mais de là être... Voilà. Donc ça, c'est vrai que c'est toujours la limite à évoquer, puisque Cécile a évoqué quand même, on leur donne un cadre, disons, minimaliste de vie normale. Le sommeil en fait partie, ça je suis tout à fait d'accord avec vous, effectivement. Mais l'éducation à la parentalité... Est-ce que les parents le prennent mal, ou est-ce qu'on n'a quand même pas un certain nombre de parents qui sont perdus dans notre société? Si, bien sûr. Parce qu'on sait quand même que la transmission par les aînés, les grands-parents est quelque chose qui a disparu, et qu'on se retrouve avec des mères qui se retrouvent mères, ben ça leur tombe, je dirais pas du ciel, parce que... mais quelque part, et je crois est-ce qu'il y en a quand même pas un certain nombre qui ont cette conscience que ça leur manque et qui ont besoin de cette aide, finalement? Si, mais il y a des maisons des parents, qui sont initiées dans certaines villes, et il y en a sur Montpellier d'ailleurs, où là effectivement on approche ça, mais encore une fois, il faut aussi qu'il y ait déjà une démarche volontaire de certains parents qui effectivement se sentent débordés, donc il y a une auto-analyse du problème. Pour d'autres, à leur imposer, c'est parfois difficile, je veux dire, c'est... Puis il y en a qui n'entendent pas. Et puis il y en a qui n'entendent rien. Parce qu'on fait, au cours des ateliers, quand on rencontre les familles, on fait une espèce de charte du parent aidant. Il y en a qui ne se sentent pas concernés et qui pensent faire tout bien à la maison. C'est difficile. Mais c'est pour ça que ces retours le week-end sont importants. C'est à ce moment-là qu'on fait un peu le point et on essaie de leur dire les choses. Quant à l'évaluation, effectivement, de l'efficacité, entre guillemets, mais ça, je ne sais pas, chez les adultes, comment ça se passe. Ben, c'est un peu là où ça pêche, je pense pour tout le monde, c'est que ça demande des moyens. Il me semble que vous en avez parlé ce matin, donc c'est un peu ça, c'est que ça demande du temps, des personnes pour le faire, mais par contre c'est évidemment essentiel dans la prise en charge de ces patients. Donc après, à nous peut-être, à nous, avec le CSO, de voir quel maillage on met en place pour que ce suivi soit assuré, peut-être pas dans les centres directement, mais sur le plan plus large et au plus proche des patients. Je pense que la clé sera peut-être là, parce que nos centres, le temps n'est pas extensible, les personnes ne sont pas extensibles. Donc, Et puis il y a la proximité aussi. C'est vrai que il y a quand même pas mal d'enfants qui viennent de loin. Et c'est vrai que si on avait un circuit proche du domicile, il y a beaucoup de parents qui nous disent on ne peut pas revenir prendre une journée pour revenir en suivi. Se taper 1h30 de route, on ne peut pas. Moi, je pense qu'on peut mettre des étudiants en thèse, pas de médecine, mais peut-être dans les sciences humaines et sociales, ou des gens qui sont dans l'organisation de la santé, que je pense que c'est peut-être des réflexions qu'il faut qu'on porte à travers le CSO, puisqu'on doit porter des projets de recherche aussi, mais peut-être pas essayer d'élargir notre champ et pas rester dans le domaine strictement médical, et peut-être mettre des gens qui sont dans l'organisation de la santé, ou dans les sciences humaines et sociales. Oui, parce qu'après on peut mettre un référent pivot d'un dossier singulier pour faire l'analyse de 3 mois, 6 mois, etc. Après. Oui, parce que finalement on ne sait pas. Nous, on a la chance de pouvoir assurer un suivi après les hospitalisations, mais on a un taux de perdu de vue qui est très important, et on a essayé de changer un peu les modalités de suivi. C'est des consultations. Maintenant, on essaie de faire des ateliers à plus de groupes. Ils reviennent entre ados. Ils ont passé 3 mois ensemble. Ils sont contents de se retrouver.
ça a l'air d'être un peu plus efficace, mais on a énormément de perdus de vue et finalement on ne sait pas pourquoi. Après, il y a aussi la notion de l'analyse des séjours itératifs. Enfin, je parle que pour la pédiatrie, parce qu'il y a quand même des enfants qui sont suivis sur une durée de vie d'enfant plusieurs fois, qui vont à l'institut plusieurs fois. C'est peut-être ceux-là qu'il faudrait prendre comme sentinelle pour analyser au départ, justement, pour voir un petit peu les pierres d'achoppement dans leur suivi. Parce qu'il y en a quand même. C'est valable pour les adultes. Il y a une question. Vas-y. C'est juste une remarque sur l'évaluation. Juste une remarque rapide, évaluer quoi aussi dans ça, c'est-à-dire que... Oui, le poids n'est pas le seul élément, on est d'accord. Le poids, on est d'accord, mais on est tous convaincus que prendre en charge un patient, un enfant obèse, il n'y a pas que le poids. Après, effectivement, il y a la question de l'estime de soi, de la qualité de vie, de l'intégration sociale. L'intégration sociale, la réussite. Et donc ça, effectivement, ça demande une réflexion sur les critères évalués. Oui, mais ça, effectivement, ça peut faire l'objet d'une meilleure structuration, mais aussi de recherche, d'études. Oui, peut-être vous, voilà. Oui. Ils sont bien, pour ça, on n'a pas de doute. Le problème, c'est souvent l'après, vous l'avez très bien dit. Et moi, ça m'interroge, c'est-à-dire que il y a peut-être des choses à mettre en place. On a des infirmiers psychiatriques qui passent chez les gens. Ça se fait. Donc pourquoi on ne pourrait pas estimer qu'effectivement, à un moment donné, des diététiciens, d'autres personnes passeraient dans les familles, et c'est là qu'on observe au mieux, les conditions de vie, le mode de vie. Et c'est vrai que du coup, ça aurait du sens pour les jeunes, parce que je pense qu'ils sont en difficulté quand ils rentrent chez eux. Ils sont en grande difficulté. Moi, je le vois pour les troubles du sommeil. On voit bien que si la famille n'adhère pas, si on n'implique pas la famille dans le projet thérapeutique, on a beaucoup de mal. Alors, on a un biais, moi j'ai un gros biais, c'est qu'effectivement, si la famille vient et amène les enfants, c'est bien qu'ils sont partie prenante. Mais à votre niveau, il y a certainement quelque chose à mettre en place dans l'après, je pense. Où ça ne serait pas que des médecins, que des infirmiers. Non, mais d'ailleurs, la typologie, la proposition de prise en charge au sortir d'une évaluation, qu'elle soit à l'hôpital ou dans les SSR, c'est justement pour un individu donné de faire un projet de vie, on va l'appeler comme ça, de la vraie vie avec le souci de l'obésité qui, on l'espère, ne perdurera pas chez les enfants. Alors, il y a des diététiciens qui le font, mais je ne sais pas quelle est la proportion, mais voilà, moi c'est ma réflexion. On l'a déjà eu, parce qu'avec le professeur Noka, on l'a évoqué aussi, il y a beaucoup de patients qui sont éligibles ou qui sont opérés, dans les familles desquelles il y a des enfants en situation aussi d'obésité ou de surpoids. Et donc c'est vrai que par le biais peut-être de certaines associations de patients, ça a été évoqué, il y a certaines familles qui accepteraient que les associations viennent justement, pas vérifier, mais les guider, les aider, les accompagner, etc. Donc ça peut être une autre voie aussi possible. Donc ça, peut-être qu'on va commencer à le faire dans des situations un peu extrêmes en aval de la chirurgie, parce qu'effectivement, il y a beaucoup de mamans qui se font opérer et qui posent déjà des questions pour leurs propres enfants jeunes, parce que je pense que là, il faudra quand même analyser surtout les plus jeunes en termes de prévention. Et je pense que ça peut être intéressant par le biais des associations. Oui, je profite de votre remarque, madame, pour rebondir sur votre remarque, justement. Je vais me faire porte-parole des réseaux obésité infantile du Languedoc-Roussillon, puisque il y a deux réseaux obésité infantile sur la région du Languedoc. Il y a le réseau du bassin alésien et puis le réseau Croc-Santé de Béziers. Voilà, et donc justement, par rapport à ce que vous disiez, nous sommes des dispositifs qui proposent des prises en charge pluridisciplinaires, médicales, diététiques et psychologiques pour les enfants et les adolescents. Alors les deux réseaux ne fonctionnent pas exactement de la même façon. Nous, on ne fonctionne qu'avec des libéraux qui sont installés sur le territoire du bassin alésien. Croc-Santé sur Béziers fonctionne avec un diététicien et un psychologue salarié. Mais le fait est qu'on propose des prises en charge qui sont entièrement gratuites. Et donc, pour faire le lien avec ce qui a été dit ce matin, quand on parlait du repérage et du dépistage par les médecins généralistes sur les territoires,
Je pense aussi que ce par quoi ils sont freinés, c'est parce qu'ils n'ont pas forcément de solution à proposer à leurs patients. Et là, pour le coup, nous, les médecins du territoire nous disent qu'enfin, ils ont quelque chose aussi à leur proposer, qui est une prise en charge gratuite, puisque les consultations diététiques et psychologiques ne sont pas remboursées par la sécurité sociale. Et donc là, c'est une solution qu'on peut proposer aux enfants et aux adolescents. Et donc, juste pour vous donner des petits chiffres, nous, on existe depuis 5 ans, 2009. Sur le bassin lésien, on a pris en charge à peu près 500 patients. Et sur nos patients qu'on prend en charge pendant 2 ans, ceux qui font un suivi à peu près complet pendant les 2 années, c'est-à-dire qu'ils vont voir régulièrement le médecin, le diététicien, le psychologue, on a quand même des résultats qui sont plutôt positifs, avec un inversement, en tout cas un Z-score qui s'améliore, voilà, sur une prise en charge de 2 ans. Et on est très en lien avec le SSR de l'Institut Saint-Pierre, les Écureuils en Lozère, et puis l'établissement des tout petits dans les PO. Voilà. Non, mais c'est évident que des modèles comme le vôtre, il n'y en a pas dans tous les départements de l'Hérault, donc c'est vrai que... Mais ils sont des relais qu'on utilisera ou qu'on utilise déjà d'ailleurs, puisqu'ils nourrissent déjà la base de l'hôpital pour Croque Santé. Il y a des patients qui arrivent à l'hôpital et puis qui arrivent chez Cécile, ça c'est sûr. Et à l'inverse, effectivement. Mais ça peut être dynamisé par l'intermédiaire du CSO. Mais vous avez été répertorié et nominativement précisé dans notre futur annuaire, donc je pense qu'effectivement, vous serez sollicité. Oui. On n'en doute pas. Okay. Voilà. Encore la dernière question, oui. Ambitieux de vouloir faire de la guidance dans la parentalité, mais il y a des TCC qui s'intéressent à ce genre de sujet. Moi, il me semble, peut-être qu'au-delà de ça, c'est une remarque, mais peut-être que les médecins devraient plus réassumer des fonctions paternelles qu'ils ont un peu oubliées dans ces dernières générations du fait de l'évolution de la société. Et il me semble que de nouvelles pathologies qui apparaissent dans tous les 10, dans tous les troubles hyperactifs, enfin dans différentes dysfonctions, je pense que les psychiatres et probablement les médecins, de manière générale, devraient réassumer des fonctions qui ont à voir avec assumer la guidance de la parentalité. C'est une position personnelle. Mais c'est évident que de toute façon, les modifications de la parentalité ou du fonctionnement de la parentalité, elles ont beaucoup changé à cause des typologies de famille actuelles. Bon, ça, c'est pas un scoop, hein, c'est un peu enfoncer des portes ouvertes. Alors de là à effectivement demander aux médecins, et particulièrement vis-à-vis de l'alimentation et du problème de poids, de prendre un rôle, entre guillemets, de paternel, je sais pas, je peux pas répondre à cette question. Mais c'est vrai que bon, ça fait partie, dans la prise en charge aussi, recadrer, comme ils disent vulgairement, le fonctionnement de la famille paraît un minimum, oui. 90 fois sur 100, oui, ça c'est sûr. Voilà, je vous propose de clore la session. Et puis il y a une pause, Marie,